Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Évidemment mon bilan d'avril que je fais beaucoup plus tôt que celui du mois de mars pour essayer de ne pas trop perdre le fil. Surtout que ça a été un excellent mois avec franchement plein de belles lectures, pas forcément pour les mêmes raisons. Sans perdre plus de temps, je vais commencer par mes 3 étoiles qui sont tous exceptionnellement des 3,5 parce que voilà, j'hésitais vraiment entre le 3 et le 4. L'imitateur de Sam Holland. Alors c'est un thriller très violent, très sanglant, donc je préfère le dire tout de suite, si on aime les intrigues plutôt légères, ce n'est clairement pas le bon roman. On va suivre une enquête de police très haletante, une chasse à l'homme, par rapport à un serial killer qui s'inspire des plus grands noms des tueurs en série, c'est-à-dire un tueur qui va recopier, remettre en scène les meurtres de Dahmer, de Ted Bundy, enfin bref voilà. Et c'est assez bien décrit, donc voilà, beaucoup de cadavres, beaucoup de tortures, beaucoup de morts. Donc voilà, c'est quand même assez intense. L'intrigue se tient bien jusqu'au bout, on hésite sur l'identité du tueur, donc c'est vraiment plutôt bien fait, mais ça c'est pour le coup quand même très personnel. C'est juste que, pour moi au bout d'un moment, trop de morts tue le mort, pourrait-on dire. C'est juste que voilà, il y a un côté un peu trop plein, quand on arrive à, je sais pas, 20-25 cadavres au bout d'un moment, bon, je sais pas, ça perd un peu de son intensité étrangement. Le trop fait qu'on bascule finalement de l'autre côté, et c'est ce qui a fait perdre quelques étoiles à cette lecture. Hôtel Avalon de Maggie Stiefvater. Un roman aussi très étonnant, pareil, c'est très compliqué de mettre une note sur ce roman, qui est clairement à la croisée des chemins. On est dans un cadre de roman historique, puisqu'on va être dans un hôtel en pleine Seconde Guerre mondiale qui va devoir évacuer tous ses clients pour accueillir des diplomates de l'Axe, donc l'ennemi, puisque nous sommes aux États-Unis. Va y avoir un côté un peu fantastique avec un hôtel réputé pour son eau curative avec des bienfaits, mais qui semble cacher quelque chose de plus, on le comprend assez rapidement dans le bouquin. Et en même temps, c'est aussi une histoire d'amour, je dirais pas jusqu'à romance, mais en tout cas une histoire d'amour qui parsème le roman, et une héroïne forte qui est directrice d'hôtel, évidemment, donc dans les années 40, directrice d'un grand hôtel de luxe, pas forcément la position la plus simple quand on est une femme, mais June s'en sort très bien. Et donc voilà, elle va se retrouver obligée par le département d'État des États-Unis et par le FBI à accueillir les ennemis, ce qui va évidemment bouleverser tout son quotidien, et on va naviguer dans tout ça. C'est très bien écrit, c'est très immersif, c'est très original, mais, et c'est là que c'est frustrant, je ne saurais pas dire pourquoi, j'ai pas réussi à vraiment aimer complètement, à trouver qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. Je ne sais pas si c'est l'écriture, si c'est l'univers, si c'est... Pour le coup c'est assez rare, mais j'ai vraiment un peu de mal à expliquer qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché pour moi, si ce n'est que ça n'a pas marché pour moi, donc bon, ça arrive, mais ça reste une lecture très originale pour le coup. Labvona d'Otessa Moshfegh, une autrice, c'est un roman que je voulais lire depuis longtemps. Et pareil, en fait, c'est un roman qui est une expérience et qui va un peu au-delà de est-ce que j'ai aimé ou pas aimé. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, je peux pas dire que j'ai aimé. C'est juste tellement étrange, déconcertant, dérangeant. On va suivre quelques personnages du village de Labvona pendant 1 an, donc il n'y a pas de chapitre, c'est écrit en plusieurs parties, printemps, été, automne, hiver. Et un jeune garçon difforme, fils de berger, qui va se retrouver, voilà, on va dire affrayé avec les puissants de ce monde, qui sont d'une vulgarité et d'une crasse sans nom. Et c'est vraiment parfois très... je ne sais pas si c'est burlesque, mais en tout cas il y a quelque chose de très étrange, presque grand guignol, où c'est très cru, très sale, très vulgaire. En même temps, parfois il y a des réflexions absolument géniales et des passages vraiment dérangeants, vraiment très cool. Et en même temps, il y a quelque chose un peu du conte philosophique, un peu déprimant, on va pas se mentir, où en fait finalement il n'y a pas vraiment de destin, il n'y a pas vraiment de karma, c'est juste la vie, la mort, la vie et ce qu'elle a avec elle, et puis voilà, il n'y a pas vraiment de justice, il n'y a pas vraiment de valeur, c'est très particulier. Comme roman, on en parle comme un conte anti-initiatique, je peux comprendre pourquoi. C'est difficile d'en parler en fait, je pense que c'est un roman à lire, et en même temps c'est vraiment pas un roman que je conseillerais à tout le monde parce que c'est très étrange. Donc voilà, quand on aime les romans très noirs, très sombres, parfois très vulgaires, en fait ce sont des expériences en tant que telles plus que des romans. Et c'est comme tout, c'est à lire parce que je trouve que c'est intéressant, et en même temps, on peut comprendre qu'on n'aime pas. Et en même temps, je pense qu'effectivement ce sont des livres qui vont au-delà de la question d'aimer ou pas aimer. Donc voilà, je sais que c'est très compliqué d'en parler. Si t'as envie d'essayer ce roman, vas-y, lance-toi, je serais très curieuse d'avoir ton avis sur celui-ci, parce que c'est vraiment très étrange. On va passer aux 4 étoiles, et là il y en a un sacré paquet. On commence par System Universe tome 4, qui a failli être 3-5 honnêtement, donc je vais pas parler très longtemps de ce tome-là. System Universe, ça a toujours été la saga que j'aimais le moins dans la lit RPG qui paraît actuellement en France.
même si j'aime bien, et ce tome 4 est peut-être celui que j'aime le moins de la saga parmi les 4. Donc voilà, on continue de suivre des règles, il y a toujours des combats, c'est sympa. En fait, ça se lit assez simplement, mais je suis pas très attachée ni au personnage ni à l'univers, donc je vais continuer à lire parce que j'adore la lit RPG. Mais ça confirme, on va dire, le rôle de petit dernier du classement à mes yeux. La librairie des cerisiers en fleurs de Takuya Asakura. Alors là, je pense qu'il faut marquer ce jour d'une pierre blanche, puisque, ça y est, j'aime enfin un roman de feel-good japonais. Voilà, souvent je dis qu'il y a trop de distance, que ça est trop rapide, que j'ai beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour les personnages, que ça ne me touche pas. Et bien là, pour une fois, ça y est, j'ai enfin réussi à trouver un roman japonais qui correspond en tout point à la mode des romans japonais feel-good qu'on voit actuellement, c'est-à-dire plusieurs destins, un peu de réalisme magique, puisque nous sommes dans une librairie café qui n'ouvre qu'à certaines personnes dans certaines conditions très précises, et évidemment ces personnes vont voir leur vie bouleversée par ce moment et cette rencontre. Donc voilà, on retrouve vraiment le principe un peu de tous ces romans japonais très actuels, mais je ne sais pas, peut-être ce sont les destins, la manière dont c'était écrit, les personnages, leur évolution. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, j'ai été très émue. Pour le coup, peut-être que certains destins sont plus sombres, c'est peut-être pour ça que ça m'a plu aussi. J'ai trouvé ça moins léger et peut-être plus profond. On y aborde beaucoup le deuil, la vieillesse, avec tout ce que ça peut induire aussi, la mémoire, la famille évidemment toujours. Mais voilà, c'était vraiment très étonnant pour moi d'aimer ce roman, mais là je le conseille avec grand plaisir. Donc si on aime les romans japonais, je pense qu'il est exactement dans la même vibe. Et en même temps, pour ceux qui seraient un peu comme moi, qui en ont un peu marre parce que c'est trop léger, je trouve que celui-là apporte une touche de profondeur en plus. Magical Girl de Seoryun Park, un roman coréen aux forges de Vulcain qui est assez étonnant puisque ça récupère la figure de la Magical Girl, donc qu'on connaît à travers par exemple Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, etc., Gigi, mais avec un twist beaucoup plus adulte puisque ça commence par une jeune femme dont on n'aura jamais le prénom, qui a des envies de suicide parce qu'elle est incapable de rembourser une dette. Alors ça peut paraître effectivement un peu too much, mais il faut imaginer qu'on est en Corée aussi, donc voilà, la question je pense aussi de l'argent, de la honte, de la culpabilité, etc. est très importante. Et comme elle n'arrive pas à faire face à cette dette, à cause de crédit revolving, elle a des envies de suicide. Sauf que une Magical Girl va lui dire qu'elle est là pour changer le monde, et elle va donc rentrer dans ce monde très étrange des Magical Girls, qui sont connues, enfin célèbres, elles sont pas cachées, elles existent, tout le monde le sait, mais elles sont très surveillées, et elles-mêmes pour se protéger ont créé un syndicat des Magical Girls. Donc on le voit, il y a quelque chose de très adulte dans cet univers, donc ça marche assez bien, bizarrement, ce mélange justement Magical Girl de notre enfance et en même temps avec un twist beaucoup plus adulte. C'est très court, très haletant, avec plein de rebondissements et une fin pour le coup assez inattendue que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, une très bonne surprise de la part des Forges de Vulcain. Les bien-aimés d'Anne Napolitano, une grosse claque sur ce roman qui n'a pas 5 étoiles à cause peut-être de quelques longueurs, mais franchement que d'émotions. On va suivre plusieurs personnages, donc premièrement William, qui n'a jamais vraiment été aimé par sa famille, tout simplement parce qu'il est né le jour où sa sœur est décédée. Et donc de fait ses parents l'ont ignoré. Son seul secours c'est le basket qu'il va découvrir, il va se passionner pour ça, il va grandir, etc. Et au moment d'arriver à la fac, il va rencontrer Julia, qui fait partie d'une famille de 4 sœurs. Et c'est la rencontre, elle, Julia, a voilà, une idée très précise de la vie, du trajet qu'elle va prendre dans la vie, du métier qu'elle va le faire, et de voilà, la famille, le mari, les enfants, etc. Et elle trouve en William, on va dire, l'exemplaire parfait du mari dont elle a besoin, sauf qu'évidemment rien ne va se passer vraiment comme prévu. Et on va suivre l'inclusion de William dans cette famille, ce qui va provoquer beaucoup de choses très différentes, avec 4 sœurs avec des caractères très différents. Et on va suivre ces personnages sur des années, et c'est vraiment très beau parce qu'on va parler évidemment de famille, de sororité, d'amour, de deuil, encore une fois, de maladie, mais aussi d'amour dans plein de sens, l'amour entre sœurs, etc. Il y a plein de problématiques familiales, enfin franchement c'est très riche. La psychologie des personnages est tellement fine, tellement complexe, tellement profonde. On est à chaque fois complètement pris dans leur histoire, donc j'ai dit peut-être quelques longueurs à mes yeux, c'est un beau bouquin quand même, mais l'impact émotionnel est incroyable. Donc pour moi c'est vraiment une excellente lecture, comme j'adore à chaque fois dans la littérature américaine, qui va peut-être se rapprocher un peu de ce que j'ai pu lire avec Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors par exemple. Voilà, faut imaginer un peu cette vibe américaine. Strange Pictures d'Uketsu, j'ai parlé du manga, et donc à la base Uketsu écrit des romans donc qui sont adaptés en manga, et je me suis dit qu'il était temps de lire un des romans originaux qui ont inspiré les mangas. Et donc j'ai choisi Strange Pictures qui en gros raconte une histoire à partir d'étranges dessins, donc on va voir plusieurs histoires en fait qui semblent ne pas avoir de lien, évidemment elles en ont un, et donc des dessins soit d'enfants, soit d'une ancienne illustratrice décédée, soit d'un prof de dessin, enfin voilà, des gens assez différents.
et on va, à partir de ces dessins très mystérieux, comprendre toute cette histoire qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Évidemment, le fait d'avoir les dessins inclus dans le bouquin en fait fait que c'est très ludique. Le livre est très court, ça se lit assez rapidement, donc voilà, c'est très sympa, très ludique, efficace. Honnêtement, en fait, c'est assez... Ce qui est malin, c'est qu'il y a plein de moments où on fait des suppositions, et quand on apprend la vérité, en fait, on se rend compte que l'auteur n'a jamais vraiment dit ça, mais que la manière dont il a écrit, nous, on a fait nos propres conclusions. Et je trouve qu'il joue beaucoup sur ça, et ça, c'est très bien fait. Après, voilà, c'est pas non plus renversant, c'est ludique, c'est sympa, mais je mets pas 5 étoiles parce que, voilà, déjà, je pense que je préfère le manga de Strange House. Mais voilà, j'ai peut-être du mal à voir le côté phénomène incroyable, où bon, oui, c'est très cool, assez sympa, mais je trouve pas ça non plus... je trouve pas que ça marque les esprits pour autant. A Deal with the Devil de Kira Parsi, alors, une romance que je ne m'attendais pas du tout à aimer. Malgré tout, j'ai été complètement happée. Et c'est fort parce que vraiment, les deux personnages sont des red flags ambulants, et surtout le mec. Mon Dieu, j'avais conscience de voir tous les red flags, et je le trouve pour le coup pas sexy, mais l'intrigue et la manière dont c'est écrit fait que tout est très cohérent entre eux, et que l'intrigue est très cohérente, et qu'en fait on est vraiment embarqué dans leur histoire, même s'il y a plein de moments, on se dit, oula, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc on est sur un enemies to lovers fake dating patron-employé. En gros, on a une héroïne, évidemment, qui a le sang chaud, qui se fait virer, sauf qu'elle travaille avec sa sœur, et son patron, qui est un immense abruti, pour ne pas dire autre chose, décide de virer aussi sa sœur. Et elle va essayer de récupérer le poste au moins de sa sœur, qui est enceinte, et donc elle a besoin de cet argent. Et son ancien patron donc lui propose de travailler pour lui pendant 30 jours, d'être à sa disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 30 jours. Si elle tient le choc, il rendra le poste à sa sœur, etc. Quand je dis à sa disposition, pour le coup, il n'y a vraiment aucune intention sexuelle au départ. C'est peut-être ce qui fait que je pardonne un tout petit peu l'intrigue. C'est que vraiment, il dit pas ça pour obtenir des faveurs sexuelles. C'est juste, évidemment, l'appeler à 3h du matin, je sais pas, pour lui livrer un smoothie, ce genre de truc. Et à un moment, il va la mettre un peu au pied du mur en la poussant à accepter un fake dating pour l'arranger. Et bon, voilà. Donc on le voit, il y a plein de red flags, il y a plein de moments, mais je peux pas mentir, et il faut avouer que j'étais complètement embarquée par l'histoire, je l'ai dévorée en une après-midi, donc ça reste très efficace, et je n'ai pas trop d'autres choses à dire pour ma défense, si ce n'est que, leurs joutes verbales sont vraiment piquantes, il y a du spicy évidemment. Bon, je le trouve un peu cliché, mais soit, ça c'est un défaut que je peux donner à beaucoup de romances actuelles malheureusement. C'est pour ça que peut-être que je lui en tiens pas rigueur non plus. En fait, c'est un roman qui est vraiment dans la veine des romances qu'on peut voir actuelles, mais avec ce petit truc vraiment bien piquant en plus qui, moi, m'a embarqué personnellement. Never Ever After de Su Lin Tan, une réécriture de Cendrillon, donc une duologie, j'ai lu que le premier tome. Réécriture de Cendrillon dans un univers inspiré de la Chine. Donc on va suivre la jeune Yining, qui a une méchante tante qui l'utilise pour arnaquer les gens en la faisant passer pour une devineresse. Sauf qu'elle va rencontrer un homme mystérieux, et un peu plus tard elle va rencontrer une carpe magique. Il va se passer plein de choses, et bref, elle va finir par intégrer le bal organisé par le prince des montagnes de fer. Toutes les choses que j'ai dit avant vont se mélanger pour arriver à ce moment très précis. Donc on reconnaît les éléments du conte, mais attention, très vite on sort de tout ça. L'intrigue prend une tournure vraiment inattendue. Le côté roman, c'est, alors je dirais pas léger, mais c'est pas non plus central et très complexe, puisque Yining est dans une intrigue politique et de jeu de pouvoir où elle ne peut faire confiance à absolument personne. Il y a des secrets partout. Et donc, comment aimer sincèrement quand on ne peut faire confiance à personne, c'est difficile. Et donc voilà, c'est vraiment plein d'aventures, plein de rebondissements. Il y a plusieurs parties dans le bouquin, et donc il y a, on est vraiment embarqué d'aventure en aventure, et ce qui semble au début une simple réécriture de Cendrillon, vraiment nous emmène vers quelque chose d'autre qui est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant évidemment, avec pas mal de rebondissements, surtout en fin de premier tome, qui, on se dit qu'on a vraiment envie de lire la suite. Donc une très très bonne surprise. C'est vrai que comme d'habitude je suis toujours un peu méfiante sur les romans de fantasy et les romans phénomènes, mais là j'ai beaucoup aimé, et évidemment je ne peux qu'apprécier la mise en avant du folklore chinois par cette autrice donc malaisienne. La papeterie du bonheur de Sally Page. Pareil, ça fait longtemps que j'ai pas lu un feel good qui m'a fait vraiment du bien, que j'ai pas trouvé trop cliché. Donc on va suivre Lise, une jeune femme de presque 40 ans qui vient de découvrir que son mec l'a trompée et l'a quittée pour quelqu'un d'autre. Elle s'est plus ou moins fâchée avec sa meilleure amie, et son oncle Wilbur, qu'elle adore, a eu un accident, et elle va reprendre la papeterie quincaillerie qu'il tient le temps qu'il se remette. Bon, évidemment, l'accident qu'il a eu est pas aussi simple,
Et donc voilà, donc Liz est dans une période de sa vie où elle se sent vieille, seule, moche, pas bien dans sa peau. Et elle va rencontrer d'autres personnages solitaires, notamment Ruth, une pasteur en cavale, et Malcolm, un vieux monsieur très solitaire, et ils vont nouer une belle amitié, et chacun va voilà reprendre un peu sa vie en main. C'est très doux, très touchant, très tendre, et en fait ce que j'aime bien c'est que ça prend le temps, parfois qu'il y a peut-être certaines longueurs pour certains, mais c'est ce que j'aime bien pour le coup, c'est que parfois le feel good est trop rapide, c'est-à-dire que les gens deviennent amis en 2 chapitres, etc. Et là ça prend vraiment le temps d'explorer les sentiments, les émotions, les relations, même si Liz parfois met peut-être un peu de temps à se remettre en question et à avancer, mais néanmoins voilà, c'était très tendre, plein d'émotions et plein d'humanité, et ça faisait longtemps que j'avais pas lu ça en feel good, donc ça fait plaisir, et je le recommande chaudement. Nos accords imparfaits, roman graphique avec au dessin Cécile Dupuis et au scénario Gilles Marchand. Je suis une grande fan de Gilles Marchand, j'ai lu tous ses romans jusqu'à maintenant, et je ne pouvais que le suivre dans sa nouvelle aventure du roman graphique. On retrouve tout à fait sa patte, le côté un peu réalisme magique à la Vian, son amour pour la musique évidemment, et ici on a une très belle histoire en fait de 2 personnages, Anton et Hélène, qui s'aiment, qui passent un très beau quotidien ensemble, enfin voilà, qui sont heureux ensemble. Sauf que Anton finit par un peu perdre de vue qui il est, les silences s'installent, des silences de plus en plus longs, et il n'arrive plus à communiquer avec celle qu'il aime, jusqu'au point de non-retour pourrait-on dire. Ça va être cette quête de retrouver sa voix, peut-être de retrouver sa propre identité, qui il est et celle qu'il aime. Donc c'est comme toujours avec Gilles Marchand, très doux, très tendre, plein d'humanité. Peut-être pas un coup de cœur, parce que c'est probablement pas ce dont j'ai l'habitude en roman graphique, il est vrai, mais ça reste un exercice très intéressant, et j'aime toujours autant voilà, sa poésie, sa tendresse et l'humanité qui se dégage de ce qu'il écrit. Ça reste un très bon one-shot. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que quand on aime l'auteur, on va forcément aimer, et que le dessin va bien avec l'univers, etc. Enfin, je trouve la collaboration très réussie. Et voilà, donc globalement, c'est une bonne lecture. Peut-être pas ce qui va me marquer le plus dans la bibliographie de l'auteur, mais soit. Je pleure encore la beauté du monde, 4,5. Il n'a pas fallu grand-chose pour que j'ai un coup de cœur pour ce roman, de Charlotte McConaughey. On oscille vraiment entre plusieurs genres, donc on a un côté très nature writing, puisqu'on va suivre Inti, une biologiste qui est envoyée en Écosse pour participer à la réinsertion de loups sauvages, qui sont censés aider à la réintroduction, enfin comment dire, à la restauration de l'écosystème local. Sauf que c'est un lieu avec, connu pour son agriculture et notamment ses élevages, que ce soit de moutons, de vaches, et évidemment les loups sont pas très bien vus par les agriculteurs et les éleveurs. Et donc ça va être toute la tension entre leur petite mission et les agriculteurs du coin. Et en même temps, on va rencontrer un policier qui semble un peu avoir le cul entre 2 chaises, on ne sait pas trop. Ils vont se rapprocher plus ou moins, mais c'est compliqué évidemment, jusqu'au jour où, et là c'est là qu'on bascule un peu dans le thriller écologique, il y a une mort, un assassinat atroce, et évidemment les loups vont être les premiers accusés, et elle est prête à tout pour que ça ne soit pas le cas. Je n'en dis pas plus, mais voilà, donc on va suivre un peu ce côté enquête, et en même temps il y a des retours dans le passé sur la vie d'Inti, il y a tous les passages avec les loups qui sont magnifiques, l'écriture est très 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 belle, vraiment. On est complètement embarqué dans la nature sauvage écossaise, c'est vraiment un appel au retour à notre part sauvage. Moi c'est vraiment juste la fin qui m'a un peu dérangée, que j'ai trouvé un poil too much, je ne dirais rien d'autre, mais voilà, c'est vraiment ce qui m'a fait louper le coup de cœur, et c'est bien dommage. I Hope It Doesn't Find You, Dan Liang. J'aime beaucoup cette autrice de plus en plus parce qu'elle a l'avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas elle met en avant toujours des personnages d'origine chinoise, et là c'est encore le cas avec Sadie, qui est une jeune fille, on va dire, bien sous tout rapport, qui est majeure de sa promotion, qui va faire 1000 activités, capitaine du lycée, enfin bref, on va dire le profil parfait, si ce n'est évidemment son rival de toujours, Julius. Et surtout, le vrai problème, c'est que derrière cette image très parfaite, évidemment elle est humaine, c'est une lycéenne, elle a des émotions, et donc elle écrit des brouillons de mails où elle déverse un peu son ressentiment, sa colère, etc. Voilà, juste pour, on va dire, décharger un peu la pression, jusqu'au jour où tous ces mails sont envoyés. Et donc elle va devenir la paria de tout le lycée, puisqu'elle a dit des choses absolument atroces sur ses camarades, sur certains profs aussi, donc elle, la chouchou des profs, va être beaucoup moins chouchou. Et donc ça va la forcer à revoir sa manière de relationner avec les autres, évidemment. Et le seul point fixe, c'est son ennemi de toujours, Julius, qui reste son ennemi, mais au moins il le savait déjà, donc ça change pas grand chose pour elle. Et j'aime toujours la manière dont elle décrit ses personnages. C'est vraiment du young adulte comme on aime, avec un petit Rivals to Lovers qui est absolument génial. Franchement, le 4,5 pour ce roman, il tient juste au fait que la fin est un poil trop rapide à mes yeux, et que j'avais juste encore envie de rester avec les personnages. Donc vraiment pour dire, Anne Liang, je trouve qu'elle écrit des romans young adultes absolument géniaux. Et en plus, elle, en termes de diversité et de représentation, je l'aime d'amour pour mettre en avant des personnages chinois.
On passe aux 5 étoiles, du coup il n'y en a pas tant que ça puisque beaucoup sont dans les 4. Et version d'Alastair Reynolds, quel incroyable coup de cœur pour ce roman de science-fiction. Très étonnant, on va suivre Silas qui ne cesse de mourir. On va le retrouver dans plusieurs expéditions qui à chaque fois sont à une époque différente, mais en tout cas il se passe toujours la même chose, il finit par mourir. Pourquoi? Et bien c'est toute la question du bouquin, et je ne vais pas le dire évidemment, mais c'est vraiment très bien fait, la fin est d'une émotion incroyable, c'est vraiment très intelligent, très original, très riche, un léger soupçon d'horreur à certains moments qui évidemment moi ne peut que me plaire, mais c'est vraiment de la science-fiction comme on aime, assez déroutant, c'est dur de le caser quelque part, mais c'est une sacrée aventure, pleine de rebondissements, de mystères et voilà, surtout d'émotions. Terres abandonnées de Naomi Novik, alors que j'ai lu en anglais, Buried Deep, mais c'est un recueil de nouvelles qui est paru en France aussi. Je suis évidemment une grande fan de Naomi Novik et dans ce recueil de nouvelles, on retrouve évidemment certains de ses univers. On va retrouver la Scholomance, on va retrouver la Fileuse d'Argent, on va découvrir l'univers de son prochain roman, même si elle dit que ça pourra peut-être un peu évoluer, mais ça donne l'idée. Et on va retrouver Téméraire aussi, et on va retrouver des nouvelles qui sont déjà parues auparavant, mais qui ne sont pas issues de ses romans, où elle va par exemple imaginer un monde un peu plus science-fiction futuriste. On va avoir une réécriture d'Orgueil et Préjugés avec des dragons, assez génial. L'anglais, pour l'avoir lu en anglais, donc je ne saurais dire en français, mais l'anglais pour le coup est pas forcément très accessible parce qu'elle a une plume assez riche, assez complexe, et j'avoue que parfois c'était un peu compliqué. Et en même temps, à chaque fois que j'ai commencé une nouvelle, j'étais incapable de la poser avant la fin. Elle a une manière de nous embarquer dans ces univers, dans ces personnages, c'est ce qui fait que j'aime énormément Naomi Novik vraiment, et dans ce recueil ça n'a pas loupé. C'est juste un incroyable coup de cœur, et ça peut être une belle manière de découvrir ces différents univers qui existent déjà, mais aussi voilà, de découvrir d'autres choses d'elle. Franchement, après voilà, comme tout recueil de nouvelles, on a des préférés, certaines qui nous marquent plus que d'autres, mais à chaque fois c'est une réussite, donc voilà, encore un énorme coup de cœur pour Naomi Novik. Danger Color Car, le tome 5 de Matt Diniman, pareil, je vais pas aller très loin, mais juste parce que j'adore cette saga, et le tome 5 est peut-être le meilleur tome de la saga jusqu'à maintenant. Déjà, les autres tomes étaient fous, mais alors celui-là, le lore devient de plus en plus complexe, l'intrigue va dans tous les sens comme d'hab, mais surtout, là, je trouve que ça s'approfondit vraiment, et il y a une partie émotion qui était peut-être moins présente dans les tomes précédents, et là, vraiment, genre, la fin est émouvante au possible, l'épilogue est juste zinzin, moi je sais pas comment je suis censée tenir jusqu'en attendant le tome 6, vraiment, je pense que c'est le meilleur tome de la saga jusqu'à maintenant. Et même si j'adore toujours Primal Hunter et Iron Prince, vraiment, Dungeons Crawler Call, enfin les 3 sagas Lit RPG là, ça se joue dans un mouchoir de poche en termes de préférence. Donc voilà, lisez la Lit RPG, lisez Dungeons Crawler Call, c'est juste génial. On termine avec un essai, Désirer la violence, de Chloé Thibault, qui est paru dans les fameuses éditions Point Violette là. Juste génial, juste génial. Chloé Thibault en fait va nous parler de la pop culture, donc les films de notre enfance, enfin d'enfance ça dépend de quel âge on a, mais voilà, je sais pas, Grease, Twilight et des films plus vieux aussi, des séries évidemment plus ou moins récentes, et en fait nous montrer comment la pop culture finalement nous a intériorisé, nous a construit avec une image quand même très toxique des relations hommes-femmes, nous a appris à aimer des hommes toxiques, violents, nous a appris à trouver ça sexy, un homme qui frappe. Il y a un vrai problème finalement depuis toujours dans le cinéma et les séries sur la manière dont les femmes sont représentées, et que nous, en tant que femmes, malheureusement, on s'est construite sur ces modèles-là. C'est-à-dire qu'on a trouvé Indiana Jones très sexy, alors que franchement, il est un peu machiste et misogyne sur les bords. On a appris à aimer Edward Cullen alors que c'est un stalker. Voilà, et l'idée, évidemment, derrière, n'est pas forcément de cancel tous ces films-là. Elle-même le dit, il y en a certains qu'elle fait, mais d'autres, voilà, ça reste des souvenirs d'enfance, c'est difficile. Mais ça permet au moins de prendre du recul, de réfléchir sur les figures qu'on nous a appris à aimer, et surtout de se rendre compte que c'est toujours le cas, même maintenant, parfois de manière plus subtile, mais pas vraiment. C'est pas un appel à juste dire que tout ça c'est de la merde et à canceller, mais juste à voilà, prendre du recul, réfléchir sur nous-mêmes, les figures masculines qu'on a trouvées sexy, les comportements qu'on a trouvés romantiques alors qu'ils sont malsains. C'est vraiment très intéressant, ça pose plein de questions. C'est une écriture très fluide, très accessible, c'est pas un essai voilà, sociologique ardu, vraiment, c'est ce qui est bien dans cette collection, c'est que ce sont des essais hyper pertinents, hyper contemporains et en même temps hyper accessibles. Et voilà, Chloé Thibault continue cette belle collection avec Désirer la violence. Vraiment très très belle parution, je suis ravie de l'avoir lu. C'est révoltant, évidemment, mais c'est à lire. Et mon coup de cœur, alors je ne sais pas s'il est inattendu, mais en tout cas je ne pensais pas aimer autant, Les Possédés de Johanna Van Veen. On se met dans les Pays-Bas des années 50 et on est vraiment dans une superbe ambiance gothique horrifique. On va suivre Rose, qui est clairement maltraitée par sa mère, qui l'utilise pour des fausses séances de spiritisme. La seule chose qui est vraie, c'est que Rose a rencontré son esprit compagnon, Ruth, et elle est capable de l'absorber, en tout cas Ruth est capable de prendre possession d'elle, et dans ces cas-là, elle est réellement possédée. Sauf que là, sa mère l'utilise pour faire croire qu'elle a d'autres esprits qui la possèdent, etc.
elle la femme, parce qu'évidemment ça fait mieux une jeune fille frêle, etc. Et les choses vont changer quand elles vont accueillir Agnès, une jeune femme métisse indo-européenne qui a toujours été, rejetée parce qu'elle est une fille légitime et en plus elle est métisse, qui est l'idée d'être née d'une bâtarde indonésienne. Bref, donc voilà, il y a un petit côté racisme anti-asiatique évidemment qui me parle dans ce bouquin. Et Agnès est veuve. Elle vient pour revoir l'esprit de son mari décédé il y a quelques mois, et cette rencontre va être le tournant pour Rose qui va intégrer la Roseraie, le manoir familial d'Agnès. Sans spoiler, on va alterner avec des passages de Rose avec un médecin pour déterminer ce qui s'est passé, parce qu'on comprend qu'il s'est passé quelque chose d'horrible dans ce manoir avec Agnès, etc. Mais on ne sait pas quoi, on va l'apprendre au fur et à mesure. Et vraiment, c'est d'une noirceur géniale, c'est très très bien écrit. Il y a plein de scènes bien dérangeantes. On aime le gothique, horrifique, queer, c'est toujours génial. Donc voilà, Les Possédés, moi je recommande vraiment quand on cherche ce genre de lecture. Pour moi, je trouve qu'on n'a vraiment pas assez de romans de ce style. Donc voilà, énorme coup de cœur sur l'écriture, l'ambiance, le message qui est dedans, l'intrigue évidemment qui nous réserve plein de surprises. Bref, un énorme coup de cœur pour Les Possédés. Donc voilà, s'il y a des romans que tu as lus, que tu as envie de lire, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si tu as eu des coups de cœur en avril aussi, n'hésite pas à me donner envie, même si ma pile à lire est en train de mourir. Voilà, je suis toujours à l'écoute de nouveaux conseils de lecture. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.